Badr Saoudi. Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, toutes les entreprises traversent des phases de fragilité, des difficultés financières, une perte de compétitivité possible, un retard technologique, de mauvaises décisions stratégiques. Mais il existe un facteur plus pernicieux, peut-être plus insidieux, et souvent sous-estimé, la dégradation des relations humaines sous l'effet des jeux d'ego. Rapports de force, lutte d'influence, rivalité personnelle, conflits larvés ou violences symboliques, ce sont des mécanismes qui n'apparaissent pas dans les bilans, mais ils minent quelquefois de l'intérieur les organisations et épuisent les énergies les plus dynamiques dans l'entreprise. Car derrière ces comportements, il ne s'agit pas de force, mais de fragilité derrière l'ego hypertrophié. Nous en parlons ce matin de 10h à midi. Si vous avez des avis ou des questions, n'hésitez pas à les faire entendre. C'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes ce matin avec notre invité Philippe Ballot, qui est consultant, qui est formateur, qui est coach, mais avant cela il a été directeur des ressources humaines. Tout à fait. Et c'est sur cet aspect-là que nous allons braquer le regard pour une raison très simple, c'est que quand on gère des relations humaines dans l'entreprise, il y a quelquefois effectivement des éléments perturbateurs qu'il faut savoir gérer. De ce point de vue, ce qu'on qualifie dans le langage courant d'éléments perturbateurs, c'est-à-dire une personne qui peut avoir des comportements qu'on qualifie de toxiques ou pour qui seul compte effectivement le fait de tirer en toutes circonstances son épingle du jeu, y compris si c'est contre les autres. Tout à fait. Merci Bernard tout d'abord pour votre invitation. C'est un vrai sujet, c'est-à-dire les relations toxiques, malsaines au sein de l'entreprise, dans la mesure où il semble assez évident que lorsqu'une personne se trouve dans une société où les relations humaines sont agréables, positives, saines, ça crée un sentiment de convivialité, de bien-être au travail. Et oui, et plus encore de gratitude. Parce qu'on se dit que ce n'est pas nécessairement le cas partout ailleurs. Bien entendu. Donc c'est un bel élément de fidélisation des collaborateurs de l'entreprise. A contrario, des relations tendues, conflictuelles, des incompréhensions, des tensions, amène une moindre productivité, un climat social qui peut devenir jusqu'à détestable. Et puis surtout, ne le perdons pas de vue, tout cela a un coût. D'abord, un coût humain, bien entendu, parce que des gens sont en souffrance. Quand on a affaire à des relations qui sont parfois, où certaines personnes sont victimes de certaines formes de harcèlement, de domination, des rapports de force, des jeux de pouvoir, des manipulations. Ça crée un malaise personnel très important qui peut amener à une sorte d'épuisement. Oui, mais la difficulté, c'est simplement que les rapports de force, on les constate partout dans les relations humaines. Oui. Mais disons que la relation des parents avec leurs enfants aujourd'hui, ce qu'il y a comme contenu dans les cursus académiques et scolaires, n'y prépare pas du tout. Exactement. Ceux qui vont rejoindre effectivement le monde du travail et parfois ce décalage entre la bulle dans laquelle les personnes ont pu vivre et la réalité de ce qui se pratique sur le terrain, c'est quelquefois un gouffre irrattrapable. Même la simple possibilité d'envisager qu'on puisse s'adapter à des contextes aussi différents de ceux auxquels on a pu être habitué précédemment dans notre parcours d'existence, c'est inenvisageable. Vous mettez le doigt sur quelque chose de tout à fait essentiel pour moi, c'est-à-dire que cette éducation-là doit se faire d'abord au sein de la famille. C'est-à-dire être attentif et vigilant à la qualité des relations entre parents, enfants, les enfants entre eux, l'hygiène relationnelle, la qualité relationnelle au sein de la famille est sans doute l'élément majeur pour construire un enfant et pour lui permettre de faire face par la suite et reconnaître des relations toxiques au sein de l'entreprise à partir de sa propre expérience. C'est par ce décalage-là que cette relation-là est identifiée. Alors, cette semaine, je crois, il y a de cela 2 jours, une auditrice nous avait contacté pour nous dire que dans sa vie, elle n'était pas disons, confrontée à ce type de comportement qu'elle a pu observer dans l'entreprise, de personnes qui n'étaient pas que bienveillantes, c'est-à-dire qui pouvaient être, d'après le terme qu'elle a utilisé, mesquines ou malveillantes. Oui, par exemple, oui. Donc voilà, donc ça aboutit à ce qu'in fine, elle a été ostracisée, elle a fait un burn-out, 1 an qu'elle a quitté le salariat pour cette raison.
Mais cela dit, disons, les générations précédentes pouvaient effectivement se dire qu'il n'y a pas que des environnements bienveillants dans lesquels on peut évoluer. Et c'est le cas, il a tout à fait raison. La question, c'est aujourd'hui, la culture de la jeunesse actuelle, je pourrais dire, n'est plus du tout celle de ce qui était il y a 30 ans. Donc ce sont des gens qui ont beaucoup plus grande exigence, à mon sens. D'abord, il y a une recherche de sens qui est beaucoup plus importante. Ils sont beaucoup plus flexibles et beaucoup plus rapidement changeants si un contexte ne leur convient pas. Ils se positionnent beaucoup plus clairement qu'avant. Oui. On va plus vite à la rupture si ça ne convient pas, vous voyez. Ah oui. Et donc aujourd'hui, l'entreprise a une urgence, surtout quand on sait la compétition des entreprises à rechercher du personnel compétent et qualifié. L'entreprise a intérêt aujourd'hui à s'adapter également à cette population-là, et aux attentes et aux besoins de cette population-là. Oui, j'ai un exemple tout récent à l'esprit. J'ai un ami qui me disait il y a de cela quelque temps qu'il avait démissionné pour le simple fait qu'on lui ait demandé de prendre congé une semaine au mois de décembre. Voilà. Donc, il n'avait pas décidé de prendre son congé. On lui dit de prendre son congé pour des raisons qui sont liées tout simplement à la nature de l'activité de l'entreprise. Ça ne lui a pas plu et démission. Donc, je ne sais pas si c'est de la susceptibilité, mais ce qui est certain, c'est que c'est un rapport différent au travail lorsque les personnes ont des qualifications, je le précise, qui sont ou rares ou difficiles à trouver ou recherchées effectivement sur le marché marocain. Mais vous mettez le doigt sur quelque chose d'important, à savoir que le rapport des individus, des collaborateurs à leur entreprise a fortement évolué en quelques 30 ans. Il y a certaines entreprises dans lesquelles on entrait comme on entrait en religion. On vous assurait d'un parcours professionnel jusqu'à la fin de vos jours. Oui. Voilà. Donc pour peu que vous me donniez un salaire qui me convient, que les relations sont positives, que mon travail est intéressant intellectuellement et gratifiant, moi je m'investis, je suis dans des rapports, si vous voulez, presque de fidélité, voire de vassalité, et ça on en est complètement sorti. Aujourd'hui, vous n'avez pas eu, depuis qu'on a eu les grandes crises de la fin du siècle dernier, on s'est dit, ok, vous rationalisez comme il le faut, vous délocalisez, vous licenciez, vous faites des plans de licenciement collectif. Moi aujourd'hui, je reste dans des rapports simplement de loyauté. Tant que ce que vous me donnez me convient, je reste. Si ça ne me convient plus, je m'en vais. C'est tout à fait cela, mais plus encore, j'y vois aussi le fait que le salarié est peut-être moins attractif qu'il ne pouvait l'être auparavant. C'est-à-dire, quand quelque chose est moins attractif, on accepte plus difficilement de faire des sacrifices pour rester dans un cadre. Parce que le statut de l'enseignant, par exemple, ou le statut du salarié est peut-être moins enviable que celui de l'entrepreneur aujourd'hui. Et donc, si j'accepte de rester en tant que salarié dans une entreprise, c'est aujourd'hui, effectivement, c'est dans d'autres considérations avec d'autres paramètres. Oui. Où effectivement la position du salarié, sauf quelques cas bien particuliers où les rémunérations sont extrêmement importantes, est beaucoup moins enviable qu'il ne pouvait l'être auparavant. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est moins enviable aujourd'hui ? Tout simplement le fait, je vais prendre l'exemple de l'enseignant, même si ce n'est pas un salarié, c'est un fonctionnaire, quelquefois. C'était le premier à avoir un véhicule de fonction. Dans le quartier, il avait un statut social qui lui permettait d'être au-dessus. Le salarié aujourd'hui, disons, sa position dans les grands nombres, effectivement, n'est pas des plus enviables, comparativement à ce qu'elle pouvait être peut-être auparavant, où le rapport de force dans les sociétés était différent. Oui. Alors, une fois de plus, je pense qu'on peut revenir à ce moment-là sur quels sont les facteurs de motivation aujourd'hui d'un salarié au sein de l'entreprise. Et qu'est-ce qu'il recherche ? Qu'est-ce qui fait qu'il va se fidéliser par rapport à l'entreprise ? Alors, bien sûr, il faut un travail dans lequel il peut s'épanouir parce qu'il est dans son champ de compétences, dans sa zone de confort, une rémunération qui le satisfait, une qualité relationnelle, et puis il y a cette recherche de sens, c'est-à-dire quelle est ma valeur ajoutée, quelle est la plus-value que j'apporte à la société, non seulement à l'entreprise, mais au sens large, et qu'est-ce qui fait sens dans ma vie au travers de ce que je fais. Et ça, c'est vraiment une composante de plus en plus essentielle. Les gens sont en quête de sens aujourd'hui. Oui. Et donc l'entreprise doit pouvoir offrir une vision à ses collaborateurs qui fait, je comprends que cela a du sens, vous voyez ? C'est-à-dire, moi je l'entends, je le traduis tout simplement en termes de reconnaissance. Si l'entreprise reconnaît la qualité du travail, c'est qu'elle lui donne peut-être
une gratification, peut-être un sens qui fidélise quelque part le salarié. Alors pour moi, ce sont deux Ouais. choses assez différentes. Il y a Oui. la gratification qui est une forme de reconnaissance. Alors Mm. là aussi, arrêtons-nous un instant sur ce point parce qu'il est essentiel. Nous sommes des êtres de besoin. Nous avons des besoins sur le plan physiologique, sur le plan psycho-affectif, et on peut même dire sur le plan spirituel. Exactement. Nous avons des besoins. L'être humain est un être de besoin. Donc l'axiome qu'on peut poser, c'est si je suis capable d'identifier ce que sont mes besoins et de les satisfaire de façon positive, adéquate, je me recharge de la batterie d'énergie. Donc je suis bien dans mes pompes, je suis adéquat dans mes relations, et je suis confiant dans le monde et face au monde. Je fais une parenthèse, la mauvaise nouvelle étant que si je n'arrive pas à satisfaire intelligemment mes besoins, je risque de les satisfaire de façon négative. Je donne un Absolument. exemple. Le besoin de reconnaissance, vous l'évoquiez, est un besoin essentiel. Lorsque je n'obtiens pas une reconnaissance positive pour qui je suis, je vais m'organiser pour rechercher une reconnaissance négative. Je fais des erreurs, je fais des bêtises, j'oublie certaines choses, Oui, mais ça, etc. ce sont les enfants. Et pas que. Et pas que les enfants. Les adultes en sont tout à fait capables. Des actes manqués, qui est une façon de dire, bon ben, puisque je n'obtiens pas le bénéfice d'une reconnaissance positive, Je vais eh bien, je vais saboter. Je vais Pourquoi saboter, Parce oui. que de l'amour ou de la haine, excusez-moi l'expression, mais bordel quelque chose. Ah Vous voyez, mieux vaut une reconnaissance négative que pas de reconnaissance du tout. Oui. Quand ce besoin-là est criant. Alors, Voilà. il est 10h21, il y a un besoin de faire entendre la respiration musicale à l'instant même. Volontiers. Parce qu'on attardait à la faire entendre aux auditeurs. On va se retrouver pour la suite de notre émission qui, elle, se poursuit jusqu'à midi, mais nous restons ouverts. Si vous voulez prendre la parole, partager des avis ou témoigner, n'hésitez pas, c'est toujours au standard, au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin. Nous sommes avec Philippe Allou, qui est consultant, qui est formateur, qui est coach, et qui était DRH. Et nous nous intéressons ce matin aux relations humaines dans les entreprises. De ce point de vue, il y avait des besoins sur lesquels vous souhaitiez revenir. Exactement. Donc nous avons évoqué le besoin de sens, bien entendu, des personnes au sein de comment l'entreprise le définir aujourd'hui. Et alors, quand on revient sur cette notion de besoin, si je m'attarde un instant aux besoins psychologiques, il y a des besoins vraiment essentiels. Le premier, c'est le besoin de sécurité. C'est je ne veux pas me sentir menacé. L'être humain a horreur de tout ce qui représente une menace pour son intégrité physique, morale, psychologique. On est stressé, sans quoi on est dans l'angoisse ou dans la surréaction. Exactement. Ouais, c'est tout à fait ça. Exactement. Donc, besoin de sécurité et qui passe par quoi ? Prenons un exemple en termes de management. Si vous avez un jeune collaborateur qui arrive dans l'entreprise et que son chef n'est pas disponible, il n'est pas accessible, il ne donne pas de feedback, il ne donne pas de signe de reconnaissance. Ou il ne s'exprime que pour relever effectivement les erreurs ou les gaffes. Oui, pour être le père fouettard. Le père fouettard. Bon, il est clair que ça casse un individu très rapidement. Donc besoin de sécurité dans le management, c'est essentiel. Deuxièmement, besoin de reconnaissance, comme vous le disiez, besoin de gratification. Reconnaissance pour ce que je suis ou pour ce que je fais, pour ce que je dis, ma valeur ajoutée. Une reconnaissance sur ma valeur ajoutée. Pour l'entreprise, c'est quelquefois le salaire qui est versé à la fin du mois. C'est un peu... Alors, c'est intéressant cette remarque-là, parce que le salaire est un facteur de motivation, mais à très court terme. Vous recevez une augmentation, vous allez être très content, mais pendant un laps de temps relativement court. Ce qui signifie que ce n'est pas le facteur de motivation le plus important dans le long terme. Oui, non, parce que ce qui va s'accroître, disons, d'autant plus rapidement, c'est le niveau de consommation qui est le vôtre. Et bien entendu, exactement. Donc l'augmentation est très vite absorbée par la consommation. Donc, oui. On revient à l'état initial. Alors, il est clair que si... je voudrais dire ça comme cela. Un collaborateur qui est sécurisé et valorisé est un collaborateur, en principe, qui se sent déjà plutôt bien. Si ensuite vous ajoutez la satisfaction de son besoin d'appartenance, c'est le besoin d'affiliation. Si nous sommes des êtres sociaux, et donc appartenir à un groupe, une collectivité, alors ce besoin n'est pas vécu de la même façon, avec la même intensité par chaque individu, mais ça reste un besoin important. Vivre des relations sociales saines. L'étendard ou le... Oui, c'est vrai qu'effectivement, il y a ce besoin-là. D'ailleurs, on voit beaucoup d'entreprises qui, dès lors qu'elles font quelque chose de positif, communiquent dessus pour que les personnes puissent se sentir fières d'y appartenir. D'y appartenir, exactement. Donc besoin d'appartenance. Quatrièmement, besoin d'autonomie. Et ça, c'est un point très important. C'est-à-dire, est-ce que on reconnaît mon besoin, ma capacité d'autonomie, mon sens des responsabilités. Et donc, apprendre aux personnes à assumer ce qu'elles pensent, ce qu'elles disent, ce qu'elles font, les décisions qu'elles prennent. Donc, et respecter cette zone d'autonomie, c'est quelque chose de très important. Alors, une fois de plus, ce n'est pas un besoin vécu. Il y a des personnes qui préfèrent un management plutôt directif, à qui on dit voilà ce que tu as à faire et que ça sécurise.
D'autres personnes préfèrent avoir une marge de manœuvre, un périmètre de responsabilité, Beaucoup plus large. d'autonomie beaucoup plus large. Ça dépend des personnalités. Bien sûr, bien Oui, sûr. oui. Alors, on pourrait s'arrêter là-dessus. J'anime pas mal de séminaires de formation, par exemple en Process Communication ou en MBTI, qui sont des stages, précisément des séminaires basés sur les typologies de personnalité. Et en management, c'est très intéressant de pouvoir s'adapter au profil psychologique de son collaborateur. Oui. On ne parle pas de la même façon, on ne manage pas de la même façon, je pourrais dire, des personnes qui ont un profil psychologique totalement différent. Certaines personnes recherchent plutôt une reconnaissance pour eux-mêmes. Oui. Pour eux-mêmes. Je veux être apprécié en tant que personne. D'autres, ça les laisse plus ou moins froid qu'on m'apprécie ou pas. Par contre, qu'on reconnaisse mon boulot, ce que je fais, la qualité de travail que je fournis. Vous voyez, c'est Oui. intéressant. Oui, ben effectivement, il y a une typologie, mais encore faut-il avoir le flair pour les reconnaître. C'est vrai que quand on rejoint une entreprise, tout un chacun ne partage pas ou ne passe pas les tests, entre guillemets, de personnalité permettant au manager de mieux se repérer par rapport aux besoins qu'il va identifier dans le travail quotidien avec ses équipes. Alors, si ce n'est pas fait dans le processus de recrutement, il est important que les entreprises, et je pratique ce modèle depuis parfois 30 ans dans une même entreprise, pour que ça fasse partie intégrante de la culture d'entreprise. Et donc, il y a des modèles qui deviennent vraiment des points de repère forts Oui, dans le management. Dans certaines entreprises, Dans certaines entreprises, effectivement, oui. oui. Mais c'est malheureusement, enfin, en tout cas, c'est l'observation qu'on peut faire, disons, au niveau des généralités ou des grands nombres, encore une fois, c'est loin d'être la règle générale. C'est exact. Cela dit, je constate, et c'est très heureux, je constate qu'il y a de plus en plus d'entreprises aujourd'hui qui accordent une importance majeure à la qualité des relations humaines, au bien-être des gens dans l'entreprise, et mettent en place des formations, des protocoles de formation qui enrichissent les personnes quant à la connaissance d'eux-mêmes, à la gestion d'eux-mêmes et à la gestion de leurs relations, de façon à aller vers une forme de santé relationnelle au sein de l'entreprise, une hygiène relationnelle dans l'entreprise. Et ça me semble vraiment essentiel. Effectivement, on rejoint très très vite notre sujet aussi du jour, quand on parle d'hygiène relationnelle, parce que l'entreprise aussi doit se prémunir contre les comportements, entre guillemets, qu'elle va identifier comme étant des comportements déviants. Nous, on va essayer de ne pas dévier par rapport au respect des horaires. Il est 10h30, l'heure est aux actualités. Je vois Karim Dronet qui s'achemine vers le studio. On va lui céder la parole et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission des experts. Ceux qui souhaitent prendre la parole, n'hésitez pas à nous contacter au standard au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin. Nous sommes avec Philippe Ballot, qui est formateur, qui est coach, qui est également consultant. Alors, lorsqu'on s'intéresse effectivement à l'organisation, à la qualité des relations humaines dans l'entreprise, ce qu'on peut constater, c'est qu'elles peuvent être dégradées de ce point de vue. Il y a différents éléments, soit une organisation défaillante, soit simplement des individus ou un individu qui peut infuser négativement sur l'esprit du groupe. Et de ce point de vue, on peut, dans le jugement qu'on se fait sur le comportement d'un individu, être dans l'erreur ou dans la justesse. Qu'est-ce qu'un individu, entre guillemets, dont on qualifie les comportements de toxiques? Philippe Ballot. Alors, il y a des personnes qui adoptent des comportements toxiques, des comportements à risque pour eux et pour autrui. Et on peut s'interroger effectivement sur l'origine de ces comportements. Ce sont pour moi des pathologies de la relation, mais des pathologies de la personne. Et je parle à dessein de pathologie parce que l'étymologie nous rappelle que c'est une souffrance. Et cette souffrance trouve sa source, à mon sens, dans une image dégradée de soi, c'est-à-dire un manque d'estime de soi et un manque de confiance en soi. Alors on pourrait dire, tiens, c'est contre-intuitif, parce que non, les personnes qui ont un ego fort, au contraire, sont des personnes très affirmées, très sûres d'elles-mêmes, voire arrogantes et méprisantes. Oui, mais c'est un masque. Comportement, bien entendu, on vient d'avoir un comportement d'une victoire qui était abîmée. Oui, tout à fait. Donc, bien entendu que dans les comportements, les personnes qui montrent un certain type de qualité ou négative, entre guillemets, elles abîment. Il y a de la laideur, elles abîment effectivement la qualité de la relation, même leur propre image. Exactement. Et c'est intéressant de comprendre que la racine de cela est, comme vous le dites, dans l'insécurité, dans la peur, dans le manque d'estime. Et ça affecte l'image des personnes, ça affecte leurs relations, ça affecte l'image de l'entreprise. Et donc, il est primordial que l'entreprise mette en place des politiques et des dispositifs
qui permettent de protéger l'organisation et ses collaborateurs de ce genre de comportement déviant. C'est très clair. Alors, ce qui est entre les mains de l'entreprise, c'est effectivement des process, c'est l'encadrement, c'est les responsabilités qu'elle décide ou non d'accorder à certains individus. Mais par rapport à ceux qui identifient certains comportements toxiques, des fois, avoir de l'autorité, c'est être qualifié de toxique. Des fois, on est très rapidement dans l'erreur du jugement. Alors, quels sont les quatre types de comportements ou de personnalités qu'on va peut-être identifier comme étant nuisibles à l'entreprise et aux relations humaines? C'est une très bonne question. Alors, j'aimerais, avant d'y répondre, rebondir sur un terme que vous avez utilisé, autorité. Alors, autorité est un terme que j'aime énormément et qui a tout son sens aujourd'hui. Autorité trouve sa racine étymologique dans le verbe latin augere, qui veut dire augmenter. Ah oui. C'est qui veut dire auctoritas, c'est ça. Quand j'ai de l'autorité sur quelqu'un, ça signifie que je suis au service de sa croissance, de son développement et de sa maturation. C'est tout le contraire d'un pouvoir qui s'impose. Alors c'est le professeur, mais ça peut être le manager, ça peut être l'éducateur, ça peut être le parent. Quand j'ai autorité sur quelqu'un, c'est pas un pouvoir imbécile, excusez-moi le terme, qui s'impose de façon brutale. C'est je suis là pour t'accompagner dans ton chemin de croissance et de développement personnel. C'est très beau ça. Et donc si les managers pouvaient considérer leur autorité comme cela, comme étant un service, vous voyez, et pas un statut. C'est un service pour faire grandir les personnes, ça changerait énormément de choses. Alors, je reviens maintenant à votre question sur comment peut-on identifier les comportements déviants. Oui, parce qu'on peut même, après qu'on ait établi un jugement sur un comportement, bon, avec le temps, on peut se rendre compte qu'on a pu être dans l'excès, dans l'erreur, et qu'on a pu tout simplement se tromper sur le jugement qu'on a pu établir concernant une personne. Ah, mais les gens changent. Les gens changent, mais soi-même, dans le jugement qu'on se fait sur les autres, on peut évoluer et parfois constater qu'on a pu être dans l'erreur. Absolument, c'est très clair. Il y a des jugements, des a priori, des préjugés. Il y a des influences qui font qu'on peut avoir un jugement complètement biaisé. Mais ce qui est très beau, c'est qu'on est en mesure de rectifier, de pouvoir rectifier. Donc, le cas échéant, de s'excuser et de rétablir une relation positive. C'est très clair. Vous posez la question de savoir quels sont les indicateurs, les indices. Hein. Alors, il y en a, ils sont assez nombreux. C'est-à-dire des personnalités suffisantes, méprisantes, manipulatrices, qui sont habituellement dans le rapport de force, le jeu de pouvoir, qui marquent des signes de harcèlement, d'impatience, d'irritation rapide. Alors, c'est le manque d'empathie, c'est l'absence. Ce sont des personnes qui peuvent, par exemple, prendre beaucoup de liberté avec les règles, avec les normes de l'entreprise, qui sont d'une froideur excessive, une pauvreté émotionnelle, si vous voulez, voyez, un manque d'empathie, comme je le disais, une dureté, l'impulsivité, les jugements sévères, l'agressivité. Je vous donne un exemple concret. C'est un exemple que j'ai vécu. J'ai eu l'occasion d'avoir dans certains groupes de formation, d'une même entreprise, des personnes qui se plaignaient énormément d'un collaborateur qui était bien connu dans l'entreprise, qui était un acheteur. Et cette personne avait des comportements très désagréables à l'égard d'autrui, c'est-à-dire moqueur, méprisant, hautain, etc., etc. Et il blessait les personnes, et surtout des personnes qui rapportaient à lui. Imaginez-vous que j'apprends quelque temps plus tard que cet acheteur est nommé directeur des achats dans l'entreprise. Je dis, mais attendez, mais donc, je vais voir un membre du CODIR, je dis, mais est-ce que vous vous rendez compte du signe que vous donnez aux autres? Tout le monde sait que ce gars a quelque chose de nuisible dans son mode de fonctionnement, il est reconnu comme cela, et vous le nommez directeur des achats. Qu'est-ce qu'on me répond? Qu'est-ce que tu veux? C'est notre meilleur acheteur. Donc ça, c'est inadmissible, et ça montre toute la responsabilité du management et de la direction de savoir où placez-vous vos priorités. Est-ce que vos priorités, c'est simplement faire du chiffre et gagner parce que ce gars est un bon négociateur et qui vous fera gagner quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros sur tel ou tel contrat? Ou est-ce que vous préférez satisfaire réellement les besoins de vos collaborateurs? Et ça, c'est un point pour moi vraiment essentiel. C'est-à-dire fixer, savoir où sont nos priorités dans l'entreprise. Oui, mais l'entreprise, si elle est gagnante sur le long terme en nommant cette personne, elle va entre guillemets, plus difficilement avoir une distance par rapport à cette décision-là. Mais si, à l'inverse, le fait de prendre cette décision a pour incidence
d'avoir un turnover beaucoup plus important, d'avoir un climat extrêmement dégradé, du ressentiment, ainsi de suite, et donc, in fine, un manque à gagner à terme pour l'entreprise. À ce moment-là, effectivement, on évaluera différemment la décision. Vous avez tout à fait raison, Parce c'est que, exactement ce bon, que je voulais relever. oui, et de ce point de vue, je ne sais pas ce que ça a eu comme incidence, le fait que de nommer cette personne, entre guillemets, à la tête de son département. Ah ben, je peux vous le dire, c'est que aujourd'hui, bon, le gars est parti, mais il a fait des émules. Ah, Il a fait des ah oui, émules. Les petits soldats, les gens ont ah, très mais bien bien compris. entendu, ah Tu veux oui, grimper dans l'entreprise, voilà à quoi tu dois ressembler. ah Et oui, donc aujourd'hui, il a créé des émules, et donc ah, les ça fourni- devient invivable. ça Donc, devient invivable. Et puis oui. les fournisseurs eux-mêmes se disent, mais enfin, cette boîte qui donne des grands, comment dirais-je, qui parle des grandes valeurs, Ah des oui, valeurs, vous ce voyez, décalage, il est mortel. il est mortel. Ah, il est absolument Entre, mortel. entre les valeurs affichées pour des raisons de marketing et la réalité de ce qui se vit sur le terrain, mais c'est du suicide, un truc pareil, vous voyez. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il y a avant tout, dans ce qui a trait à la qualité du climat social au sein de l'entreprise, le management et la direction en particulier jouent un rôle vraiment essentiel. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met en place comme protocole? Alors que ce soit, et il y a des politiques claires à mettre en œuvre, Oui. sur les valeurs qu'on affirme et sur la cohérence par rapport à ces valeurs. Il y a bien entendu être attentif au recrutement, une analyse des risques, également des risques psychosociaux dans l'entreprise, vu les circonstances. Il y a bien sûr des efforts de sensibilisation et de formation à faire pour que les gens puissent reconnaître les comportements à risque, les comportements déviants, et savoir comment y répondre. Il doit y avoir des protocoles de soutien, d'abord de réaction, de détection précoce et de réaction rapide quand on constate un élément comme celui-là, un soutien aux victimes, bien entendu également, et puis un follow-up, un suivi régulier de ces gens. Donc il y a vraiment des politiques que l'entreprise doit mettre en œuvre. Alors on dira, oui, c'est le rôle des RH, pas nécessairement. Je crois d'abord que l'impulsion première doit venir du CEO, du directeur général, et qui doit imprimer une marque de santé Mais bien relationnelle. entendu, parce que effectivement, quand il y a des promotions, on décide de promouvoir un tel type de personne et pas un autre. Et dans cette promotion, dans cet exemple, il y a effectivement l'image qu'on souhaite encourager, ou plutôt les comportements qu'on souhaite encourager Oui. d'une certaine façon. Alors, il est 10h48, on va profiter de la respiration musicale à nouveau, et on se retrouve pour la suite de notre émission des experts. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin avec Philippe Ballot, qui est formateur, qui est coach et qui est consultant. De ce point de vue, nous braquons le regard sur effectivement les types de personnalités qui peuvent avoir un certain nombre de comportements qui sont qualifiés de toxiques ou de déviants. Ça peut avoir une incidence, entre guillemets, très mauvaise sur l'environnement et sur le climat de l'entreprise. Et ça peut très très vite infuser, mais de façon XXL. Exactement. Hélas, il suffit parfois d'un seul élément qui peut pourrir toute l'ambiance dans un comité de direction, dans une équipe. Et c'est vraiment très contre-productif. Je parlais tout à l'heure du coût humain, mais il y a un coût également financier, parce que c'est une perte de productivité. Il y a une image même presque physique. Oui. S'il y a de la moisissure sur Oui. un citron, qu'il est au contact d'autres, Et voilà. ça se transmet très rapidement. Ça se met très, très rapidement. Et donc, ça entraîne une baisse de productivité, bien entendu, des pertes d'énergie considérables. Parce que quand on entre dans les rapports de force, les jeux de pouvoir, on cherche à se trouver des alliés. Il faut faire attention à ce qu'on dit. En permanence. Donc, on dépense une énergie considérable à être dans le contrôle, à ne pas être prise à défaut pour ne pas susciter des réactions excessives et ainsi de suite. Exactement. Et donc ça peut gripper tout un système. Et au lieu d'être dans quelque chose de fluide, qui tourne, etc., on est dans des systèmes complètement bloqués où ces rapports de force et ces jeux claniques. Et donc ça entraîne quoi? Ça entraîne un mauvais climat social, une perte de productivité, une dépense d'énergie considérable, comme vous le disiez, et parfois des démissions. Donc, les gens disent, attends, moi, stop, ça suffit, j'en ai marre, je vais voir ailleurs parce que je n'en peux plus, quoi. Mais surtout parmi les jeunes générations qui n'ont pas nécessairement encore
Le seuil de tolérance. Oui, le seuil de tolérance, mais surtout, bon, si je démissionne, je peux rentrer chez mes parents. C'est ça, ouais, voilà. Donc, bon, ça c'est dans les cultures méditerranéennes qu'il y a cette soupape-là. Mais pas c'est que, vrai, pas que. mais pas que. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut constater beaucoup plus facilement. D'ailleurs, la dernière étude en date qui relevait la première cause de démission. Parmi les jeunes générations, c'est en effet le fait d'identifier qu'on travaille dans un climat toxique. Absolument, et ça ne m'étonne pas du tout. Alors, vous savez, maintenant, je ne voudrais pas qu'on dresse un tableau trop noir à la réalité. Oui. Dans la plupart des entreprises, les choses se passent relativement bien, mais c'est pour ça, d'autant plus qu'il faut être attentif aux éléments perturbateurs. Maintenant, j'aimerais mettre l'accent sur une chose qui me tient fort à cœur, et c'est le souci que chacun d'entre nous soit un vecteur de quelque chose de positif. On a tendance à pointer du doigt vers un tel, sans nécessairement se préoccuper de sa propre zone d'ombre, de ses propres zones aveugles, et se dire que nous, on est bien, mais les problèmes, c'est les autres. Voilà. L'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres. Pas les auditeurs. Une auditrice nous a contacté à l'instant, c'est Mme Aïcha qui est avec nous à l'antenne. Je vous cède la parole, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour ce sujet traité qui est vraiment pour moi très très important parce que c'est quelque chose que j'ai vécu dans mon entreprise, que je vis encore d'ailleurs, là je suis en arrêt. Et j'aimerais d'abord, avant de commencer, dire, parce que vous avez parlé à un moment donné de cet exemple de ce directeur d'achat, et quelque part si la société engrange des centaines de milliers d'euros, finalement tout va bien. Mais en fait c'est occulter le fait que il y a un coût humain d'absentéisme, de présentéisme, de départ, de bon talent, de toute la formation qu'il va falloir faire derrière. Donc, si les entreprises prenaient le temps de mesurer le coût de ce coût humain, on verrait que finalement, on n'est pas si gagnant que ça. Alors, moi, je voulais intervenir pour demander à M. Ballot quel type d'intervention il peut faire en entreprise à partir du moment où, typiquement, dans la mienne, par exemple, la DRH est une personne toxique, manipulatrice, elle fait des jeux de pouvoir, elle veut rallier des gens à son camp, on est avec elle ou contre elle, mais avec une très très belle image qu'elle donne au sein du groupe et de la direction. Donc finalement, intervenir, c'est elle qui prend la décision. Comment est-ce qu'on peut résoudre un problème pareil dans cette entreprise, typiquement ? C'est une excellente question, je vous remercie de l'amener parce qu'effectivement, c'est un problème très délicat et surtout quand ça relève du DRH ou de la DRH. Alors, ma première réaction à votre question, c'est de vous dire il y a une responsabilité première et fondamentale du CEO, du directeur général. C'est-à-dire, il a à prendre position par rapport à ça. C'est-à-dire, les symptômes sont là, les symptômes sont clairs, ils se voient. Mais ils ne sont pas visibles vis-à-vis de la hiérarchie, ils sont visibles par rapport à ceux qui la subissent. Exactement. L'autorité de la personne. Alors, exactement. Pas uniquement, parce qu'il y a quand même des remontées qui peuvent se faire. Alors, effectivement, quand on a un profil qui est à ce point manipulateur, etc., qui fait une bonne figure, qui a un profil séducteur, un profil, tout ce qu'il y a de très lisse, apparemment, mais en même temps, il y a des symptômes qui ne passent pas inaperçus. Et c'est là que le rôle de sentinelle d'un CEO ou d'autres membres du CODIR, d'ailleurs, d'être très attentif pour voir ce qui remonte comme information du terrain. Et donc, le pire, c'est effectivement le directeur général qui regarde dans une autre direction. Alors, soit celui qui est complètement perdu parce qu'il ne sait pas comment réagir, soit celui qui regarde dans une autre direction pour avoir la paix. Il y a des personnes qui sont... tout doux, tout miel vis-à-vis des personnes qui sont au-dessus d'elles. Et qui martyrisent les autres. Et qui peuvent être effectivement dans une forme de tyrannie vis-à-vis de ceux qui subissent la hiérarchie. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Et le pire évidemment du CEO, c'est de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, donc d'entrer dans les clans. Oui. Alors, je pense que ce qu'il y a lieu de faire dans ce cas-là, d'abord, la personne qui est elle-même victime de cela doit pouvoir trouver un répondant au sein de l'entreprise auquel elle peut se confier. Et il existe des organes, des instances qui lui permettent d'y aller. Maintenant, j'en ai expérience. Des personnes me disent, alors je pense à un cas concret, d'une personne qui a été victime d'un harcèlement sexuel d'ailleurs par un directeur général. Elle avait des instances où elle pouvait se confier. Elle a préféré quitter l'entreprise en se disant, écoute, moi je n'ai pas envie d'entrer dans des combats, des bras de fer qui vont ternir, qui vont m'épuiser, etc. Je préfère m'en aller.
voyez, donc c'est ça le drame de ce genre de comportement. Mais quand on a une famille, c'est une décision. Faire, hein. Voilà, mais quand on a une famille et des responsabilités, c'est toujours quelque chose de difficile comme décision à prendre, parce que la seule décision à prendre souvent, qui est la plus simple, c'est de se mettre en alerte, de sorte à essayer d'être déjà un peu ailleurs, en essayant de chercher effectivement, disons, un contexte plus favorable où on peut exercer son travail dans une forme de dignité. Alors moi, si vous permettez, ce que j'ai fait, c'est maintenant je suis donc là je suis en arrêt, donc je prends le temps de m'occuper de moi, de faire du coaching personnel. Très bien. Mais je vais revenir ou pas, je ne sais pas encore, mais je pense on n'a pas résolu le problème. J'ai résolu le problème pour moi. Pour vous. Mais je pense à mes collègues. Et je me dis, mais c'est donc on est impuissant face à cette situation. Alors vous avez si vous avez des collègues qui vivent la même situation, c'est un élément supplémentaire qui peut être utile. Hein. Moi ça m'amène une réflexion, ce que vous dites là, hein, c'est que on retrouve. Qui est-ce qu'on retrouve en coaching ou en thérapie? Les victimes de ces gens-là. C'est pas le bourreau qu'on retrouve en thérapie. Hein. Jamais, parce que effectivement, négativement, il tire un bénéfice de son attitude que les autres subissent. Il est 11h01, on va revenir après les actualités, parce qu'on a un peu débordé, Moulad Baba étant toujours à l'heure, 11h00 généralement qu'il est dans le studio. On se retrouve après le flash d'information et nous restons toujours ouverts. Si vous avez d'autres éléments à partager avec nous, Madame Aïcha, les auditeurs qui souhaitent prendre la parole, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts. Ce matin, nous sommes avec Philippe Ballot, qui est formateur, qui est coach, qui est consultant, et nous parlons de la réponse possible des entreprises par rapport au comportement qu'elles peuvent identifier comme étant effectivement négatif, déviant, toxique, peu importe le terme qu'on utilise pour les décrire. Mais dans sa sensibilité, chacun peut-être a la possibilité de les reconnaître. Madame Aïcha nous faisait part d'un témoignage et nous restons ouverts à l'échange si vous voulez prendre la parole également. C'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Mais Philippe Ballot, vous vouliez également revenir sur ce témoignage encore quelques Je voudrais revenir sur ce témoignage parce qu'il est très fort et très juste. Vous avez donc une personne qui est en arrêt de travail, ce qui suppose quand même une réelle souffrance, etc. Et il est, je dirais presque inadmissible que cette personne ne puisse pas trouver un répondant au sein de l'entreprise, une instance à laquelle elle puisse confier les difficultés qu'elle rencontre. Et donc ça me permet de rebondir une fois de plus sur la nécessité des entreprises aujourd'hui de mettre en place des protocoles et des politiques. Ça commence par la culture de l'entreprise, comme je le disais, où l'on s'assure que ce genre de comportement déviant qu'on puisse avoir une réponse quasi immédiate à ce genre de comportement. Alors que, comme je le disais, ça c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'après ça, il faut vraiment travailler sur les soft skills, c'est-à-dire tout ce qui a trait à l'hygiène relationnelle, la communication, comprendre son type de personnalité, les dérives potentielles de mon type de personnalité, quels sont les rapports de force dans lesquels je risque d'entrer. Donc, sensibilisation, formation. Donc ces protocoles-là, ces politiques d'entreprise sont pour moi vraiment essentielles. L'évaluation des risques psychosociaux. Donc l'entreprise doit prendre en considération cette dimension-là parce qu'on a vu, vous l'évoquiez vous-même, Badr, on a vu tous les dérives et les risques pour l'entreprise et le collaborateur quand ces protocoles, ces politiques-là n'existent pas. Madame Aïcha évoquait le présentéisme, c'est-à-dire le fait d'être là sans être là, l'absentéisme, c'est-à-dire le manque d'envie simplement d'aller rejoindre son lieu de travail. Oui. Ou la peur d'y aller, la peur au ventre. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a différents types de comportements déviants, de toxicité. Il y a même des degrés différents. Mais de ce point de vue, moi, ce que j'ai entendu à l'instant même, c'est que, déjà, quand il y a la possibilité pour les personnes qui identifient ou qui subissent ce type de comportement de s'exprimer, de trouver une forme d'écho, de répondant, déjà c'est réconfortant. Mais qu'est-ce qu'on entend aussi par les processus que peut mettre en place l'entreprise entre guillemets pour éviter ou pour limiter l'impact de ce type de comportement et même d'attitude de certaines personnes dans l'entreprise qui sont, dans l'exemple qui est cité, tyranniques vis-à-vis des personnes sur lesquelles elles ont de l'autorité et dans la séduction absolue vis-à-vis des personnes dont elles cherchent l'approbation et qui sont hiérarchiquement au-dessus d'elles.
Ça reste une vraie problématique. Et comme je disais tout à l'heure, il y a des personnes qui préfèrent s'en aller. Je crois que dans son cas et dans le cas qu'on vient d'entendre, il y a l'inquiétude sur le fait que le décalage est tellement énorme entre l'image que renvoie cette personne vis-à-vis de sa hiérarchie. Exactement. Et le témoignage qu'elle peut faire entendre, qu'elle préfère s'abstenir. Elle se dit, je ne serai pas crue, je ne serai pas entendue, et je ne serai pas crédible vis-à-vis de cette personne qui est beaucoup plus souvent au contact avec les personnes qui sont hiérarchiquement au-dessus d'elle. Exactement. Et ce sont des mécanismes relativement fréquents. La personne qui est en position, dans ce cas-ci, non pas d'autorité mais de pouvoir, c'est qu'elle joue d'un crédit ou d'une aura, que ce soit par son pouvoir de séduction ou simplement par le statut qu'elle occupe, qui lui permet d'affirmer ce genre de comportement. Et c'est effectivement dramatique. Donc, une fois de plus, que met l'entreprise en place pour éviter que des personnes ne se retrouvent isolées dans ce genre de situation? Dans certaines entreprises, il y a simplement des enquêtes qui sont établies de façon anonyme. Par exemple, dans d'autres entreprises, on va, entre guillemets, évaluer, faire un bilan de ces enquêtes de façon annuelle pour avoir, entre guillemets, le maximum de retours. Tout à fait. Les enquêtes sur les risques psychosociaux, par exemple, sur le climat de l'entreprise, sur la qualité des relations de l'entreprise, ce sont des démarches que nous menons que je mène régulièrement comme formateur, et c'est comme formateur ou consultant. Et c'est vraiment, permet d'abord de poser un diagnostic, c'est faire on recueille l'information, ça permet de poser des constats, de poser un diagnostic pour dire voilà quelle est la santé de l'entreprise aujourd'hui, et surtout de proposer des recommandations. Que mettons-nous en œuvre aujourd'hui pour aller au-delà de ça, pour régler ce genre de situation? Oui. Alors, dans ce témoignage-là, effectivement, il y avait, on a identifié à l'extérieur un comportement, entre guillemets, défaillant. Oui. Mais ce que j'ai entendu, Philippe Ballot, c'est qu'il y avait effectivement également la nécessité de s'interroger également sur ses propres zones d'ombre. Oui, absolument. Alors, quand on pratique, entre guillemets, un certain type de test de personnalité, il y a effectivement une alerte sur les zones d'ombre du type de personnalité auquel on correspond. Il y a aussi parfois la sensibilité en soi-même d'être peut-être un peu vigilant sur ce qui déclenche cette phase ou sa facette sombre, c'est-à-dire qui est non intégrée dans l'acception de Jung, qui a popularisé ce concept, Philippe Ballot. Oui, alors c'est particulièrement intéressant ce que vous dites. Ce sont des sujets sur lesquels je travaille énormément en entreprise dans les séminaires de formation en développement personnel. Et le modèle de Jung à ce niveau-là est particulièrement intéressant parce qu'il montre à quel point, effectivement, nous sommes des êtres conditionnés. Nous avons des conditionnements culturels, sociaux, familiales, psychologiques qui font que nous sommes des êtres très conditionnés et par nature, j'ai presque envie de dire, des êtres réactionnels, stimulus-réaction. Et donc, nous sommes câblés d'une certaine façon, que nous ne le voulions pas. Nous sommes câblés d'une certaine façon. Qui ne s'est pas entendu dire un jour, comment ai-je pu dire une chose pareille? Je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a en nous un alter ego. Des mécanismes qui, entre guillemets, s'expriment indépendamment même de notre volonté. Du siège de la volonté. Exactement. On est en réaction. On est en réaction, exactement. Et donc, c'est là que la conscience et s'éveiller à une forme de conscience pour être lucide et conscient des comportements qu'on a pu avoir et qu'on a, des tendances qu'on peut avoir, des pensées qui nous traversent. C'est tout ce qui a trait à l'hygiène émotionnelle et à l'hygiène mentale. Il y a des pensées toxiques, de même qu'il y a des individus toxiques, il y a des pensées toxiques. Et nous en avons tous, c'est évident. Là, on peut citer la phrase de La Fontaine qui disait tous n'en mourraient pas, mais tous en étaient frappés. C'est-à-dire que nous sommes tous sujets à cela. Nous avons notre zone d'ombre, comme vous le disiez, nous avons nos zones aveugles. Et donc, ce n'est que par cette lumière de la conscience que l'on peut en prendre, qu'on peut le réaliser et se dire, mais qu'est-ce que je fais de ça? Donc il y a là un matériau psychique, si vous voulez, un prurit psychologique, dont on se dit, mais comment je vais assainir cela? Comment est-ce que je vais travailler cela? Et donc à partir du moment où on accepte d'entrer dans ce rapport à notre côté sombre, en rapport à nos zones aveugles, nous sommes enfin dans un chemin potentiel de salut, si je puis dire. Oui, et cela requiert aussi la nécessité de regarder le statut qu'on s'accorde de victime, disons avec une certaine distance, parce que dans certaines traditions philosophique, dès lors qu'on ressent la souffrance, on est déjà dans l'erreur. Donc, et oui, et par conséquent, ça nécessite quelquefois d'accepter
d'accepter parfois effectivement des observations qui sont tellement contre-intuitives et tellement différentes de l'inclination naturelle qu'on a à imaginer et à identifier le siège de la souffrance en dehors de soi. C'est extrêmement difficile. Tout à fait. Alors c'est là qu'une fois de plus, cette notion de conscience est essentielle. À partir du moment où on réalise que on a tous mis en place à un moment donné dans notre existence. Oui, pour peu que quelqu'un freine brutalement alors qu'il conduit, ça peut déclencher toutes sortes de trucs. Déclencher toutes sortes d'émotions, toutes sortes effectivement de réactions qui ne sont pas nécessairement des plus saines, ni exactement, des plus joyeuses. Exactement. Mais si on prend conscience du fait que nous avons tous mis en place très tôt dans la prime enfance un masque social, un masque social qui est en fait notre interface entre notre moi profond, notre moi intime, si vous voulez, qui est cet être de lumière que nous évoquions avant l'interview, et ce masque social qui nous permet d'être adéquat par rapport au monde adulte et qui a été mis en place pour répondre à des attentes parentales qu'enfants nous adaptions aux attentes que nous supposions aux figures parentales pour être aimés simplement. N'oublions pas qu'il y a dans ce masque social que Jung appelle la persona, qui est ce personnage que nous créons, qui est différent du moi, qui est différent du moi profond. Incomplet, c'est le moi que j'ai envie de voir. Voilà, c'est moi que je présente comme ma carte de visite au monde extérieur, oui. de façon à être apprécié, reconnu, aimé, ou en tout cas me protéger du désamour. Mais donc, quand on prend conscience du fait que ce masque social, vous savez, dans l'Antiquité grecque, les acteurs de théâtre portaient un masque qu'on appelait le prosopone. Et ce prosopone a une double finalité. D'avoir un porte-voix, parce qu'il n'y a pas de micro, bien sûr, mais c'était le prosopone avait les traits du rôle qu'allait jouer l'acteur, de façon à ce que le spectateur comprenne quel rôle il allait jouer. Par exemple, il y avait le masque de la veuve éplorée, du héros, du lâche, du tyran, et donc le spectateur savait à qui il allait avoir affaire. Eh bien, nous sommes, comparaison n'a pas raison, mais ce masque-là, nous le portons tous les jours, voyez-vous. Et plus on en prend conscience, plus on peut lâcher le masque pour faire apparaître un visage, notre moi profond, comme vous le disiez. Mais la difficulté, c'est que on a tellement envie quelquefois, les personnes en souffrance ont tellement envie de s'identifier à ce masque que dès lors que la réalité leur présente une image différente de ce masque-là, soit c'est le déni, soit c'est la souffrance. C'est la souffrance, bien sûr. Bien sûr, quand on n'est pas reconnu tout ce qu'on a mis en place comme stratégie dans la prime enfance pour être aimé par les parents, aimé par les figures parentales, par le milieu dans lequel nous sommes, eh bien, il y a toute une stratégie qui parfois s'avère totalement inopérante et ça entraîne effectivement une certaine souffrance. Ça, c'est pour le masque que j'ai mis en place. Et puis, si on revient sur l'ombre, il faut être attentif là. L'ombre d'abord, l'ombre n'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Il y a, qu'est-ce que c'est que l'ombre ? L'ombre, c'est tout ce qui a été réprimé, repoussé, qu'on n'a pas pu vivre. Il y a des enfants qui sont très créatifs ou très exubérants, qui n'a pas été vécu, qui n'a pas cadré avec la persona. Voilà, avec la persona. Ce qui n'a pas cadré avec la persona, il est hors des radars. Exactement. Oui. Et le drame, et ça c'est une phrase que Jung dit également, c'est que dans certains cas, on a réprimé tellement de choses dans l'ombre qu'on ne veut pas entendre, qu'on ne veut pas écouter, qu'on oblige pratiquement l'ombre à devenir révolutionnaire pour se faire entendre. Et c'est là que c'est le retour du refoulé. Et à ce moment-là, c'est des tsunamis pas possibles. On voit des personnes qui adoptent des comportements mais complètement hallucinants. C'est vrai à l'échelle des individus, c'est vrai aussi à l'échelle des peuples. Et bien entendu. Oui, bien entendu. On va profiter de cette respiration musicale et on reprendra la suite de notre émission des experts qui se poursuit, je le rappelle, jusqu'à midi. Saoudi. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin avec notre invité Philippe Ballot, qui est formateur, qui est coach, qui est consultant. Nous nous intéressons aussi aux réponses que peuvent produire les entreprises pour, entre guillemets, encadrer un certain type de comportement qualifié de déviant ou de toxique. Mais avant de regarder ou de juger l'autre, parce que c'est souvent, on identifie l'enfer aux autres, et il s'agit aussi de développer une forme de lucidité ou de clairvoyance vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire vis-à-vis de ce qui déclenche en soi-même des réactions ou excessives ou des pensées qu'on va qualifier de négatives et ainsi de suite. Donc ça fait partie de cette hygiène sur laquelle il s'agit d'être attentif, Philippe Ballot. Voilà, et c'est tout un chemin intérieur, c'est tout un chemin de vie intérieur qui donne une perspective à nos existences, mais totalement différente. Je peux me contenter d'être, si vous voulez,
dans le faire, dans l'agir, dans la production, dans les objectifs, dans l'efficacité, etc. Oui, c'est très bien. Bon, je suis très sensible à l'idée de me poser la question de savoir qu'est-ce que j'aurais produit au soir de ma vie. Mais au-delà de ça, il y a une autre question qui est plutôt, mais quelle est la qualité d'être dont j'ai envie d'accoucher? C'est-à-dire, quelle est la qualité d'être que j'ai envie de m'offrir d'abord et d'offrir à mon entourage? Et donc là, c'est une question de conscience de soi et de travail sur soi. Et vous voyez, je pense que dès lors que si chacun prend cela comme responsabilité personnelle, voire comme priorité, se dire, mais dans le fond, mon environnement, qu'il soit familial, social et professionnel, si cet environnement professionnel peut être un chemin de croissance personnelle, non seulement en termes de compétences ou de skills, d'aptitudes, mais également en termes de qualité humaine, vous vous rendez compte, si chacun se prenait cette responsabilité, je veux offrir la meilleure version de moi-même à mon entourage professionnel. Mais ce serait extraordinaire, mais ça suppose un travail sur soi, ça ne va pas de soi. Nous sommes câblés, on le disait il y a un instant, d'une certaine façon, et dans ce câblage, il n'y a pas que des bonnes choses. Enfin, il y a des choses qui sont parfois, on s'en rend compte même nous-mêmes. Et certaines personnes me disent, oui, ça c'est mon caractère. Non, c'est pas ton caractère, c'est ton manque de caractère. Donc, travaille sur cet aspect de ta personnalité qui est souffrant pour toi et pour autrui. Et ça devient à ce moment-là, si on pouvait faire de l'entreprise un lieu, un espace dans lequel il y a cette phrase de Gandhi que j'aime beaucoup, que ma femme me rappelle souvent, soyons le changement, soyons le changement dans le monde, soyons le changement dans le monde que nous voulons voir advenir dans le monde. Voilà, soyons le changement que nous voulons voir advenir. Mais c'est très très beau de se dire ça. Qu'est-ce que j'ai à changer en moi pour être une meilleure personne et pour offrir à mon entourage. Mais pour cela, il faut déjà, disons, ne pas se considérer comme étant fragile, parce que si j'observe que il est un effort que je dois fournir pour devenir cette version que je ne suis pas encore, c'est que je suis perfectible. Et pour se percevoir comme étant perfectible, il faut se percevoir, entre guillemets, comme étant manquant de quelque chose, ou plutôt cheminant dans une direction je préfère ça. Que je n'ai pas encore entrepris. Alors plutôt que d'être dans des rapports un relationnel de perfection qui peut donner une connotation morale assez forte, moi je parlerais plutôt en termes d'accompli et de non accompli. Je suis en chemin d'accomplissement, si vous voulez. Et ça, c'est une très belle notion. C'est-à-dire, il y a en moi un ferment d'humanité qui aspire à croître, j'ai presque envie de dire, sur l'arbre de vie que je suis. Oui, et il n'est jamais trop tard pour se poser les bonnes questions, y compris au soir de sa vie. Bon, je ne dis pas que Karim Droné est à ce stade de sa vie, mais à 11h30, il nous présente le dernier flash d'information du jour. Je lui cède volontiers ma place et on se retrouve pour la suite de notre émission des Experts. Quand on s'intéresse aux organisations, on s'intéresse à l'extérieur. Il y a effectivement le regard aussi intérieur qu'on doit porter sur soi-même pour, entre guillemets, se rendre plus capable de mener son aventure, son existence dans des contextes quelquefois différents, quelquefois difficiles, quelquefois hostiles, mais sans pour autant se compromettre. C'est ça la difficulté dans l'entreprise. Exactement. Il y a parfois une réaction vis-à-vis de comportements qu'on va identifier comme étant déviants, toxiques, négatifs d'une certaine façon, mais qui vont enclencher en soi-même, qui vont jouer en miroir et qui vont nous pousser, entre guillemets, à réagir sur les mêmes fréquences que celles qu'on a subies. Exactement. Et tout le danger est là. C'est-à-dire que, on le disait, les personnalités toxiques sont contagieuses. Oui. Et donc, nous risquons d'être nous aussi dans le réactionnel. Et j'aime bien la différence entre le terme réaction et le terme répondre. La réaction, c'est mécanique, c'est stimulus-réaction. Voilà, tu marches sur le pied, je te mets une claque. Bon, ça, c'est du réactionnel. Tu me claques, c'est du réactionnel. Je m'arrête et je descends. La réponse, c'est quelque chose de tout à fait différent. Revenons une fois de plus à l'étymologie. Quand je prends le verbe répondre, ça vient du latin rem ponderare, c'est peser la chose. Et donc, dans la réponse, il y a un micro-espace-temps intérieur dans lequel je peux faire le choix d'une réponse la plus adaptée, la plus juste, dans laquelle je ne me fourvoie pas au niveau auquel je suis sollicité, mais au contraire, j'élève le débat, je présente une autre face, si vous voulez, j'invite à autre chose. Hein. Vous voyez, ça c'est important. Et ce qui me plaît beaucoup dans ce que nous disons ici, en terminant plus ou moins cet entretien, c'est que ça nous ramène à l'essentiel. L'essentiel, c'est cette conscience de soi, ce développement de la conscience. Vous savez que Platon disait « Il ne mène pas la vie d'un homme, celui qui ne s'interroge pas sur lui-même ». Je trouve ça très très beau. C'est-à-dire, on peut gagner en humanité en
en prenant conscience du masque et en lâchant les crispations du masque. On peut gagner en humanité en visitant son ombre, en restant en relation avec cette ombre et en ramenant à la conscience, en intégrant. C'est tout ce que Jung appelle le processus d'individuation, oui, par lequel nous advenons à la meilleure partie de nous-mêmes, justement. Et c'est un magnifique travail à réaliser, avec cette promesse à la clé que l'on retrouve sur le frontispice du temple de Delphes. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est magnifique. Ah ben c'est identifier en soi-même une source infinie de connaissances. Et c'est vrai que ce qui est difficile dans la pratique, c'est de ne pas être dans la réaction. Parce que la réaction, Oui. par définition, elle s'enclenche sans qu'on l'ait désiré. Oui. Et en dehors de toute volonté. Et la difficulté, le plus souvent, c'est que il y a des aspects qui peuvent, entre guillemets, susciter en nous le déclenchement de cette part d'ombre, et d'autres aspects qui déclenchent en d'autres personnes leur part d'ombre. C'est-à-dire que Oui. ce qui nous indispose le plus est différent de ce qui indispose l'autre. Ce Bien qui sûr. est naturel pour quelqu'un peut, au contraire, donner l'urticaire. Et l'entreprise, entre guillemets, elle a ses règles. Et elle se dit souvent, quand on tolère, entre guillemets, des comportements toxiques ou négatifs, on se dit, bah, c'est aux individus, quelque part, oui, de composer, de trouver leur calme par eux-mêmes, de ne pas, entre guillemets... C'est insuffisant. C'est insuffisant, C'est très mais insuffisant. c'est souvent le calcul qui est fait Oui, parce qu'on ne oui. sait pas bien observer ni comment réagir. Voilà. ni comment réagir. Alors, les entreprises n'ont pas encore nécessairement aujourd'hui la culture suffisante, ni même les politiques, comme je le disais. Oui. Et le déni étant Et considéré voilà. comme étant le moindre mal. Le moindre mal, exactement. Et donc c'est là qu'aujourd'hui, clairement, il y a là aussi, l'entreprise doit prendre conscience de certaines choses et prendre conscience de l'évolution indispensable, du chemin d'évolution indispensable qu'il doit faire par rapport à ça. Ça me semble tout à fait évident. Oui. Oui, et d'ailleurs, la raison pour laquelle certaines entreprises cherchent des personnes qui ont de l'expérience, parce que derrière les 10 à 30 années d'expérience qu'on peut avoir, c'est beaucoup de rapports humains, en plus des compétences qu'on a pu acquérir, qu'on a obtenues en ayant eu un diplôme. Et c'est souvent, entre guillemets, ce qui est recherché. C'est ce passage-là, par cette réalité-là à laquelle nous ne sommes pas nécessairement des plus préparés, ou dans l'univers familial, ou dans le cursus scolaire et académique. Exactement. Et vous savez, de toute façon, ce chemin intérieur que nous évoquions, c'est de la responsabilité de tout un chacun. Et alors, ce qui est important dans ce travail-là, voyez-vous, pour moi, on va parler de cette dynamique réactionnelle que nous connaissons tous. Et c'est là que apprendre à se créer, apprendre à se mettre en position méta, si tu veux, au balcon de soi-même, pour s'observer. Le principal chemin, c'est pas une volonté crispée sur l'effort moral de devoir être parfait. Non, soyons dans la douceur par rapport à ça. C'est-à-dire, j'observe, je vois, je prends acte. Et c'est pas une question de bien ou mal, c'est une question de est-ce que ça me grandit ? Est-ce que si je donne cette réaction-là, est-ce que ça va me grandir ? Est-ce que ça va faire avancer les choses ? Et donc, comment apprendre à suspendre la réaction mécanique, justement. Et donc, c'est respecter ce micro-espace-temps intérieur dans lequel je me donne la liberté de ne pas être dans la réaction mécanique, voyez. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. À un tel point que plus je travaille cela, plus je vais basculer d'une spontanéité mécanique, j'ai envie de dire, à une spontanéité consciente. Et ça, c'est un travail remarquable. Mais vous imaginez le chemin de liberté, tous les bénéfices qu'on en retire. J'élimine mes zones aveugles. En tout cas, je contribue à les réduire. Je gagne en liberté intérieure. Je suis plus sain dans mes relations. Je suis plus adéquat, plus juste dans mes décisions. Je suis plus éclairé dans ce que je fais. Donc, ce chemin intérieur qui peut sembler ardu par moments, et il l'est, soyons clairs, parce que nous sommes confrontés à nos propres démons intérieurs dans certains cas. Mais donc, à vouloir accepter, c'est l'adversaire. L'ego, c'est l'adversaire, c'est pas un ennemi. L'adversaire n'est pas l'ennemi. L'adversaire, c'est le gardien du seuil. C'est celui qui me renvoie à ma propre image et qui m'invite à grandir. Et ça, c'est un travail vraiment extraordinaire à réaliser. On dit qu'une partie de ce chemin consiste à s'extraire partiellement ou totalement des jeux de l'ego. Exactement, tout à fait. Et l'ego, quel qu'il soit. On associe souvent l'ego à un personnage dominant, arrogant et supérieur. C'est une forme d'ego, mais il y a de multiples formes d'ego. Chaque masque
sociale que nous portons est une forme d'ego. Il y a des égos très effacés, très soumis. Il y a des égos, comment dirais-je moi, au contraire très éclatés. Vous voyez. Mais l'ego n'est jamais que. En fait, qu'est-ce que c'est que l'ego tel que je le conçois? Ce n'est jamais que tout ce qui n'a pas encore été intégré dans la conscience. C'est toute cette partie mécanique en moi, de mécanicité psychique, si vous voulez, qui pilote mon penser, mon sentir et mon agir. Et donc je suis là quelque part, agi par des patterns psychologiques qui me dictent mes comportements. Et parfois, la musique peut effectivement orienter nos pensées et nos actions. On va en profiter très bien. Une dernière fois avant de reprendre effectivement cette dernière partie d'émission des experts. Et ceux qui souhaitent prendre la parole, c'est le moment ou jamais. Si vous souhaitez partager des avis ou témoigner, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec Philippe Allot. Nous nous intéressons ce matin aux personnalités problématique, on dira. Alors, il y a différents degrés de comportements qu'on peut qualifier de problématiques, de toxiques, de déviants dans l'entreprise. Et à chaque fois, la difficulté, c'est de savoir, en fonction de sa hiérarchie, en fonction de sa position dans l'entreprise, comment y répondre. Alors, quand on est chef d'entreprise, on peut s'interroger sur les process, sur ce qu'on va tolérer, sur le règlement intérieur. Quand on est du côté de ceux qui vont subir, entre guillemets, l'autorité, on peut se demander, comme on a pu l'entendre de la part de l'auditrice, être dans l'hésitation. À qui en parler? Faut-il en parler en groupe? Est-ce qu'il y aura un moment de l'année où on pourra faire remonter l'information à travers des enquêtes? Donc, il y a beaucoup plus d'interrogations quand on est de ce côté-ci de la hiérarchie. Bien sûr. Alors, je pense que le maître mot ici, c'est le discernement. Le discernement est essentiel. C'est-à-dire, quels sont les enjeux, quels sont les possibles, quels sont les risques? Suis-je en position même d'être entendu? D'être entendu, tout à fait. Et donc, c'est là qu'il y a un discernement qui doit se faire pour se dire, mais quelle est la meilleure attitude à adopter par rapport à cela? Dans certains cas, c'est savoir se positionner de façon très assertive et confronter la personne à ses comportements. Alors, il y a différentes façons. C'est dans le face-à-face, dire, voilà, ça, ce sont des comportements que je ne tolère pas, que je n'admets pas de votre part. Vous avez votre mot supérieur hiérarchique. Ce genre d'attitude, ce genre de comportement, de parole, je ne les tolère pas. Et donc, parfois, c'est frappant de voir à quel point une marque d'assertivité peut suffire à désamorcer. Alors, ça peut... Chez certains, ça désamorce. Chez d'autres, ça peut renforcer attiser la haine. Hein. Oui. Et ou donc, le ressentiment. Oui. Exactement. Mais ça, c'est une chose qui peut jouer. Autre chose après ça, c'est se positionner, par exemple, par laisser toutes les traces écrites nécessaires, des mails de confirmation des entretiens, par exemple, parce qu'il y a des personnes qui manipulent très facilement, qui disent une chose et puis ils reprochent de ne pas, etc. Oui, qui font des résumés de réunions qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est dit, ni ce qui s'est passé. Oui. Exactement. Malheureusement. Donc, mais je pense qu'ici, on est vraiment dans le cas par cas. Il n'y a pas de règle générale à donner. C'est vraiment le discernement. Et j'ajouterais que dans ce discernement, et votre auditrice a eu l'intelligence de le faire, d'après ce que j'ai compris, c'est se faire accompagner. Elle parlait d'un coaching qu'elle a pris pour elle-même. Ça peut être un coaching, ça peut être même, pourquoi pas, l'occasion d'un travail thérapeutique. Parce que c'est souvent, l'éveil de conscience dont on parlait tout à l'heure peut surgir à la faveur de différents événements. Par exemple, j'ai eu un cas concret d'une femme qui avait un profil très empathique, très chaleureux, très bienveillant, etc. Elle avait un boss qui, lui, était un directeur administratif et financier, un personnage très, très dur. Et je vais essayer de faire l'anecdote courte, mais elle prend un rendez-vous très important chez le pédiatre pour son enfant et elle dit à son boss, écoute, moi mercredi je devrais partir pile poil à l'heure, etc. Évidemment, le mercredi, juste avant son départ, il lui dit, écoute, j'ai complètement oublié le comité de direction de demain, j'avais une présentation à faire, il n'y a qu'un slide à me faire, fais ça maintenant. Et elle me dit, je n'avais qu'une envie de lui dire, mais je peux pas, je t'ai dit que j'avais un rendez-vous et que je devrais partir. Et elle me dit, stupidement, je m'entends dire, oui, bien sûr, Jacques. Et donc là, elle s'est effondrée après en se disant, mais qu'est-ce qui fait en moi que je suis incapable de me positionner? On va se le reprocher d'autant plus violemment dès lors que l'instant est passé. Parce que effectivement, quand on fait preuve de lâcheté vis-à-vis de ce qui compte pour soi-même, ça nourrit de mauvais sentiments. Exactement. Ça nourrit de très mauvais sentiments. Exactement. Oui. Il y a une mésestime de soi, mauvaise image de soi. Oui. Elle se sent victime, bien entendu, d'elle-même. Et ça a été un déclencheur fou. C'est comme ça qu'elle a demandé un coaching. Elle dit, je ne me comprends plus. Qu'est-ce qui fait que je suis incapable de me positionner? J'ai 32 ans. Je suis incapable de me positionner en me faisant respecter par rapport à des engagements pour lesquels j'ai été clair. Et donc, ça a été un chemin pour elle de salut. Donc, il y a parfois des événements comme cela qui sont l'occasion d'un éveil. Mais ça peut être
Ça peut être des choses positives, ça peut être une rencontre merveilleuse d'une personne ou une lecture qui peut nous éveiller à la conscience. Mais parfois une épreuve aussi, hein, une épreuve, une trahison, une faillite, un divorce, peuvent être l'occasion d'une remise en cause de soi, qui fait qu'on s'éveille à autre chose. On décide enfin de se dire, le problème, c'est pas nécessairement les autres, l'enfer, c'est pas nécessairement les autres, c'est peut-être moi aussi qui suis dans l'erreur, vous voyez ? Oui, dans l'erreur vis-à-vis de moi-même. De moi-même, tout à fait. L'erreur vis-à-vis de De moi-même. Et pour trouver effectivement la tonalité juste, pour répondre à proportion du manque de respect qu'on nous a signifié, c'est pas nécessairement des plus simples, parce que souvent, quand on s'écarte d'un comportement entre guillemets failli de soi-même, on a tendance à être dans un excès. Être dans un excès dans le sens inverse. Oui, c'est un passage. Oui, c'est un passage obligé. Souvent dans l'observation qu'on peut faire des comportements. Mais je voudrais, en tout cas, si on s'approche de la fin de l'émission, je pense, et je voudrais quand même revenir sur cette notion essentielle bien sûr, de la conscience de soi, c'est fondamental, mais pouvoir faire de l'entreprise un vivier d'une expérience humaine agréable et positive, c'est un très très beau défi à se donner aujourd'hui. L'entreprise peut être un champ, un lieu de développement personnel et relationnel. Et l'envisager comme cela, au-delà simplement de l'activité propre et de la mission propre de l'entreprise, mais si nous en faisions également un lieu d'expérimentation pour un management à visage humain, si je puis dire. Oui, ce qui peut y pousser le plus souvent, c'est aussi les gains à terme, parce que, on en parlait avant de débuter l'émission, quand on est receveur, on est beaucoup plus invité à être dans la gratitude. Oui. C'est que quelque part, quand on crée cet environnement-là, on invite les personnes qui travaillent dans l'entreprise à donner beaucoup plus d'elles-mêmes. Et c'est peut-être aussi, si il fallait peut-être relever un élément qui est purement objectif, voire un peu cynique, même le cynisme va dans cette direction. Philippe Ballot. Alors, parce que si on compte sur la volonté qu'on peut avoir d'être une force bienveillante dans l'existence, c'est-à-dire compter sur la seule bonne volonté qu'on peut avoir, et ça existe. Bien sûr. Et ça existe, ça peut exister. Si même d'un point de vue cynique, on y est entre guillemets amené, ou on peut y être convaincu par cette voie-là. De quelle façon, expliquez-moi. Non, mais si son propre intérêt c'est entre guillemets d'avoir des personnes dans la reconnaissance et dans la gratitude, l'entreprise y gagne aussi. Il gagne, bien sûr. Et, oui, bien entendu. Bien entendu. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est de me dire que, alors, parce qu'on a parlé de personnalité toxique et de la zone d'ombre, il ne faudrait pas laisser sur une note trop négative. Et j'aime beaucoup cette citation qui dit, vous savez, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt entière qui pousse. Absolument. Et donc, il y a beaucoup de bonnes choses dans l'entreprise, il y a beaucoup de bonnes volontés. Et c'est là-dessus qu'il faut capitaliser, bien sûr, sur toutes ces bonnes volontés qui sont là, sur toutes ces personnes positives et bienveillantes qui sont la force principale de l'entreprise. Et c'est d'autant plus que ces personnes-là doivent être protégées de ces quelques éléments parfois perturbateurs qui sont, et je tiens à le dire aussi, qui sont eux aussi en souffrance. Il m'est arrivé malgré tout d'accompagner des personnes qui ont des comportements déviants, mais qui se sentent dépassées par elles-mêmes. Et voir qu'ils trouvent un exutoire. Je me vois faire, mais... Il y a parfois un bénéfice qu'on identifie dans son inconscient, mais qui a pour conséquence de nous abîmer, sans qu'on pèse, entre guillemets, à sa juste valeur, cette dégradation de soi-même. Il est 11h57, ce qu'on va éviter, ce sont les perturbations liées au retard. Et on va céder la parole à ceux qui vont nous présenter les actualités. Kamal Rsal va nous rejoindre dans quelques instants, et on se donne rendez-vous. Merci Philippe Ballot, mais demain pour d'autres thématiques des experts. Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi.